Tout pour investir, le déchiffrage. Avec ce matin, Gustave Sanden de Colbert. Bonjour, Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous ce matin. Et Vincent Grard. Bonjour. Bonjour, Vincent Grard de Trade Republic. On terminait sur l'or, là, et puis on va d'ailleurs terminer l'émission sur l'or aussi, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Oui, record historique, contexte favorable aux investissements dans la meilleure des valeurs refuges. Pourquoi ? Parce qu'on a des autorités monétaires, et notamment la Fed, qui sont de plus en plus pris en étau entre une conjoncture économique qui se dégrade, et puis des pressions politiques qui commencent à porter leurs fruits, Gustave. Oui, tout à fait. On a effectivement une conjoncture qui sert l'or à 100%, c'est-à-dire des déficits publics qui semblent difficiles à contrôler. On le voit bien en France. Je crois que notre Premier ministre nous l'a bien rappelé ces derniers jours. On le voit aussi aux États-Unis, où la situation, je le rappelle, est pire qu'en France. Donc, effectivement, ces pressions sur la dette et donc sur les États et ce qu'on appelle les actifs sans risque, c'est-à-dire les obligations d'État, quand l'actif sans risque semble présenter des risques, les marchés se reportent vers les valeurs dites refuges, et donc l'or, et ça c'est une configuration qu'on a vue maintenant depuis un an et qui s'est exagérée, enfin plus d'1 an, mais qui s'est exagérée ces derniers mois, et l'or continue son ascension. On ne sait pas trop bien où ça va s'arrêter. Est-ce que ça va s'arrêter par une amélioration budgétaire, ou est-ce que ça va s'arrêter tout simplement par... ou s'exagérer avec une catastrophe économique un peu plus importante? C'est un peu le point d'interrogation. Et vous avez relevé un truc qu'on a relevé quand même la semaine dernière. Alors là, c'est la science-fiction, c'est c'est l'antithèse parfaite. On a un spécialiste, et c'est la major des stablecoins. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la crypto. Alors la crypto sans trop de risques, vu qu'elle est pégée au dollar en permanence, mais qui prend des parts dans des mines d'or. Donc, on a un spécialiste de la crypto, donc la nouvelle finance décentralisée qui repose plus sur des actifs tangibles, qui achète des actifs tangibles. Et ça, c'est peut-être la contradiction ultime quand même dans ce domaine, vous ne trouvez pas ? Je trouve ça assez génial, effectivement. Ouais. D'ailleurs, le patron s'en a un peu amusé. Il dit souvent, les gens disent que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Lui, il dit, moi, je préfère aller à la source. Et donc, je le rappelle, Tether, c'est le plus gros émetteur de stablecoin au monde. Et qui dit stablecoin dit dollar, historiquement, et donc dit obligation d'État américaine indirectement. On vient d'en parler. Si les obligations d'État américaines se dégradent du point de vue de la perception des investisseurs, alors il y a un report vers l'or. Et lui, c'est sa grosse conviction. Et d'ailleurs, on voit même que les réserves propres de l'entreprise sont stockées en or physique dans des coffres à Zurich. Donc, on a à peu près 90 milliards de dollars de Tether qui sont stockés en or physique en Suisse. Et là, plus récemment, ils sont allés un cran plus loin, vous l'avez dit Antoine, ils ont commencé dès juin à investir dans des mines d'or qui, effectivement, présentaient ces derniers mois une certaine décote ou une décorrélation par rapport à l'or lui-même. On en parle de plus en plus. La correction, c'est quand même bien, le rattrapage, c'est bien fait depuis quelques semaines et depuis quelques mois, mais quand même, ça montre effectivement cet engagement d'autres acteurs. Et une tendance plus générale, finalement, c'est la tokenisation d'actifs liquides et réels qui commencent finalement à s'introduire. On a commencé par des choses très compliquées, si on se refait le film, et aujourd'hui on revient vers des actifs, pour le coup, qui sont déjà traités sur les marchés classiques, mais cette fois-ci tokenisés. Vincent Grard, on imaginait plutôt les majors des monnaies numériques, des cryptos, investir dans des mines de Bitcoin, enfin dans le minage, dans la ressource elle-même de leurs propres actifs. Non, là ils sont obligés de reconnaître qu'ils sont... contraints de s'asseoir sur des actifs tangibles. Et c'est à propos, dans le sens où l'idée, c'est de rassurer aussi les investisseurs sur le collatéral qu'on peut avoir à côté de la crypto-monnaie. Et du coup, le fait d'investir dans de l'or, notamment physique, ça peut aussi commencer à introduire un nouveau problème, qui est l'illiquidité. Parce que les stablecoins de Tether sont des actifs 100% liquides, mais si le collatéral derrière devient de plus en plus illiquide, on peut avoir des problèmes s'il y a un retrait massif des investisseurs, par exemple. Alors, des cryptos, on va parler défense, on va parler souveraineté, on va parler Europe. Il y a le salon DSEI qui ouvre demain à Londres. Ça fait un petit moment qu'on a senti en début d'année une très forte hausse de toutes les valeurs de la défense. Ça a d'ailleurs reformaté un petit peu les small et mid cap à la Bourse de Paris, ça a fait les affaires de Thales, ça a fait les affaires d'Airbus. Et depuis, on sentait une certaine forme de stagnation, comme si on avait vraiment rempli les cantines en disant « Bon, alors, la suite ?» La suite, c'est peut-être là que ça se joue. Alors oui, ce salon qui s'ouvre demain pour 3 jours, on va avoir un nombre
important de gouvernement. Il y a 1600 exposants. On va avoir toute l'industrie de la défense qui sera là. Ça peut aller de la cyberdéfense à des drones, avec même de l'industrie navale. Le sujet, c'est en effet le réarmement européen et du coup les investissements qui sont faits par les États européens dans l'industrie de la défense européenne. Donc le sujet est bien de souveraineté. Si on regarde, moi je regarde ce qu'ont fait mes clients par exemple depuis le début de l'année. Les ETF défense sont arrivés dans le top 5 des ETF les plus achetés par mes clients. On est d'accord. Depuis le mois d'avril. Ouais. Et en fait, ils y sont pas encore ressortis. Donc même si c'est moins un phénomène d'actualité, on sent que ça reste quand même une tendance de fond côté investissement des particuliers. Ouais, c'est un signal important ça. Oui. Et ils vont notamment, eux, du côté ETF, qui sont des produits liquides et faciles. Ce qu'il faudrait faire, c'est regarder également ce qui se passe côté acquisition dans le domaine de la défense sur les PME spécialisées par les gros acteurs généralisés. Bien sûr. Oui, on va continuer à suivre ça. Mais alors, c'est vrai que se pose aussi un problème de valorisation quand on voit ce que sont capables de faire des Exosens ou des Exail en bourse, qui ont doublé, triplé de taille. Enfin, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Gustave, on va réagir à l'actualité immédiate. On a quand même un grand cocorico à pousser. Il y a encore une semaine, on en était à Apple va racheter Mistral. Ils sont en quête d'un modèle tout fait d'intelligence artificielle. Ils vont manger Mistral. Eh ben non, pas du tout. On a notre grand spécialiste européen des machines à graver les puces, qui va donc prendre une part importante au capital de Mistral AI. Le spécialiste, c'est ASML, tout le monde le connaît, ASM Lithographie, la major néerlandaise. Est-ce que vous pensez que là, il y a un ouf de soulagement? Enfin, voilà, ça y est, on a une première opération de souveraineté européenne dans le domaine de la high-tech. Effectivement, ça fait plutôt plaisir à voir. Donc 1,3 milliard d'investissements attendus sur un tour de table total à 1,7 pour une valeur de 10 milliards. Donc effectivement, c'est quand même une position majeure. On a tendance à dire que les Européens ne sont pas capables de faire ce type de tour de table. Là, en l'occurrence, c'est un acteur industriel et donc pas un fonds de venture ou de private equity qui fait le tour. Mais a priori, on en est capable. Peut-être aussi parce que ASML, il voit des synergies. Vous l'avez dit, c'est un acteur qui est quand même qui a des intérêts très convergents avec Mistral. Donc effectivement, un ouf de soulagement. Maintenant, ce ouf, il ne s'est pas fait à n'importe quel prix. Parce que si on regarde des chiffres, il y en a, des vrais chiffres sur Mistral, on paierait à peu près 200 fois l'ARR, quand un OpenAI serait plutôt autour de 40. Donc autant vous dire que la prime de souveraineté, elle est quand même costaud. Donc il faut espérer effectivement que, écoutez, ASML voit juste, arrive à générer finalement des gains de productivité associés à ce business et que peut-être les Européens aussi se saisissent de la question de souveraineté parce que finalement, la question, ça va être l'usage. Est-ce que vous, Antoine, vous allez vous mettre à utiliser le chat, si ce n'est pas déjà le cas, ou est-ce que vous allez continuer d'utiliser ChatGPT comme c'est la réalité, beaucoup de Français continuent de le faire. Je vais sans doute vous décevoir. Vous n'utilisez ni l'un ni l'autre ? Non, je n'utilise pas l'IA au bureau. C'est pas du tout rentré encore dans mes habitudes. Alors, je sais que j'ai tort. Mais là, pour l'instant, les cas d'usage sont tellement réduits. Alors ouais, peut-être pour faire des résumés très exhaustifs, on a un minimum de temps. Mais bon, moi, j'ai le temps de bosser. Je me rue pas sur l'IA. Alors, je l'ai essayé, comme tout le monde, pour faire 2-3 trucs. Mais c'est pas encore un cas d'usage suffisamment important. Ouais. Mais je le vois dans d'autres segments d'activité. Alors là, c'est du quotidien. C'est même ma gamine, elle l'utilise tous les jours et c'est bien pratique. En effet. Vous aviez un commentaire à faire, Thomas Grain, ça vous inspire quoi ? Pour rebondir sur ce que dit Gustave, en effet, ça se valorise 200 fois l'ARR, mais pour moi, le sujet du coup, et ce qu'il va falloir surveiller, c'est la capacité de Mistral à transformer ses investissements en revenus récurrents pour augmenter le chiffre d'affaires. Parce que pour l'instant, Mistral, c'est quand même assez faible au regard de la valorisation en termes de chiffre d'affaires. Je ne suis pas certain qu'on y arrive dans les prochains mois. Donc c'est le point, moi, que je vais surveiller sur ce sujet. C'est work in progress, hein, tout comme le modèle économique de ces entreprises, quoi, finalement. Donc, Gustave, on parlait des actifs de gestion.
on a peut-être une grosse opération dans le domaine des ETF qui se prépare. Tiens, justement, si le sujet vous intéresse, culture ETF, c'est tous les vendredis dans BFM Bourse. Et c'est une rubrique assez passionnante parce qu'on en apprend vraiment tous les jours sur ces instruments de gestion qui font effectivement fleurir sur les marchés. On le sait, il y a plus d'ETF que d'actions aux États-Unis. Et il y a une grande nouveauté, c'est l'ETF actif. Et là, on a un spécialiste qui va visiblement s'installer en Europe et peser sur le marché. Alors, une fois n'est pas coutume, mais le leader est effectivement américain. Il s'appelle Dimensional. $1 sur 6 tradés en ETF actif, c'est eux. Tout simplement, c'est une espèce de Vanguard, si vous voulez, mais de l'ETF actif. C'est vraiment le leader. Ouais. Et là, ils se disent, bon, on va commencer à s'intéresser au marché européen, parce qu'il y a des acteurs comme Trade Republic, plus modestement comme Colbert aussi, qui participent à l'évangélisation de ces actifs-là. Ils se disent, bon, c'est un marché aujourd'hui qui reste relativement petit. C'est 75 milliards d'actifs, les ETF actifs en Europe, et seulement 36 gestionnaires. Ça, c'est assez intéressant aussi, c'est voir la concentration en termes de gestionnaires. Donc, ils disent, c'est bon, l'évangélisation a fait, maintenant on passe aux choses sérieuses, et on va proposer les meilleurs selon eux, puisqu'ils s'appuient aussi sur une méthodologie un peu spécifique, et notamment un prix Nobel dont le nom m'échappe, qui a construit leur méthode modèle, qui leur permet aujourd'hui d'avoir un succès certain, parce que s'ils ont ces flux, c'est notamment parce qu'ils ont ces performances. Et donc, ils vont effectivement essayer de surfer la vague, démarrer sur les ETF plutôt indiciels, qui commencent tout juste sur les ETF actifs. Et bon, il y a de fortes chances de penser qu'ils s'en prennent une bonne part. Alors, on rappelle le principe de l'ETF actif. Donc, ça a tous les avantages de l'ETF, c'est-à-dire que c'est un instrument de gestion. Bon, on laisse faire. Les coûts d'exécution sont réduits. Mais l'ETF actif, lui, il a un petit secret, c'est qu'il y a quand même des gestionnaires derrière qui font le taf et qui arbitrent. Soit des algorithmes qui vont effectivement... humain ou un biais. Quand on dit ETF rapidement, on pense systématiquement ETF indiciel ou ETC, c'est-à-dire sur une commodité. Alors qu'effectivement, un ETF, on peut lui fixer des principes, c'est comme un contrat de base, sauf qu'il ne va pas s'en détourner. Donc, par exemple, je veux être investi sur une entreprise qui génère des dividendes ou les top 10 des entreprises qui génèrent des dividendes dans l'Eurostock 50. Et ça, c'est une contrainte de gestion qu'on va pouvoir donner à cet ETF. Et en investissant dans un ETF qui aurait ces contraintes-là, on serait systématiquement investi dans ce top 10 des entreprises les plus riches en dividendes. Vincent Gras, on termine avec vous. On a parlé tech, on a parlé investissement, on a parlé finance. Le nœud de tout ça, il s'est peut-être passé ce week-end avec le dîner autour de Donald Trump des grands patrons de la tech. Alors, on a entendu des indiscrétions avec le micro à moitié allumé. Il y a eu beaucoup de hype, beaucoup de vérité, de contre-vérité. Bon, il y a quand même un fait tangible, c'est que c'est en train de déboucher sur une grande hostilité vis-à-vis de l'Europe. Exactement. Alors, je l'ai appelé un dîner presque parfait. Presque, parce que tout le monde était là, de Zuckerberg à Tim Cook à Altman. Il manquait simplement Elon Musk et le patron de Nvidia qui préfèrent, eux, avoir des rencontres un petit peu plus informelles que des dîners officiels. Et presque parfait, parce qu'en effet, on a pu assister, déjà... à des rondeurs de la part des patrons de la tech américaine auprès du président. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'ils ont, que je cite, pro-innovation, pro-business. Et ça s'est fait ressentir immédiatement. On a pu voir la semaine dernière que Google a pris une amende de 3 milliards d'euros par l'Union européenne. Ça a créé une réaction directe de la part de Donald Trump, qui a menacé de revoir un sujet qui est complètement différent, mais les droits de douane, si l'Union européenne ne faisait pas marche arrière. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ces géants de la tech, malgré l'ensemble des capitaux qu'ils ont, la richesse qu'ils ont et l'influence qu'ils peuvent avoir sur leur monde de la tech, ils restent limités quand même dans l'univers réglementaire. Et avec Donald Trump, ils commencent à avoir un soutien qui est international sur le sujet réglementaire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la tech, c'est potentiellement moins une bonne nouvelle pour les institutions, notamment européennes. Certes. Vincent Gras, directeur France de Trade Republic, merci d'avoir été avec nous. Gustave Sanden de Colbert, merci d'avoir déchiffré avec nous cette actualité économique encore particulièrement passionnante aujourd'hui.